question, s'il vous plaît, monsieur. Merci de votre patience. Oui, merci. Bonsoir. Marc Delfos, je suis consultant en ressources humaines, psychothérapeute et psychanalyste. Je voudrais rebondir un petit peu sur cette notion d'humanisme. Ça fait plusieurs fois que j'entends ce mot-là. C'est un peu dans la même veine de la première question sur cette communication. Personnellement, j'observe depuis 30 ans que la situation dans les entreprises, pour reprendre le thème d'avant, ne s'améliore pas tellement. Je devrais m'en réjouir, c'est mon fonds de commerce. Concernant la communication, effectivement, on passe de plus en plus son temps devant des écrans, à téléphoner avec son iPhone. L'iPhone est devenu la troisième main des jeunes et des moins jeunes. Mais en fait, on se rencontre de moins en moins. Alors, c'est pas vrai. Et votre question ? Et ma question, c'est, quand vous dites, on a toujours l'alternative, soit l'option rose ou l'option noire, hein, est-ce qu'on est des méchants, est-ce qu'on est des bons, est-ce qu'on est des humanistes, est-ce qu'on est des barbares? Je ne vois pas, personnellement, pourquoi aujourd'hui, si on se pose cette question aujourd'hui, pourquoi ça changerait? Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est comme ça, que ça se dégrade. Et moi, je vous pose la question, pourquoi, ce soir, vous pouvez penser que cela se change? Moi, je vais essayer de vous répondre alors que la question est difficile et compliquée. Je pense que ça peut s'améliorer par un principe de pragmatisme et de nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les gens n'ont pas besoin de se rencontrer. Mais si vous êtes spécialiste du boson phi et que vous avez 10 spécialistes dans le monde en Chine, le plus pratique, c'est quand même d'avoir un réseau entre vous et de vous voir malgré tout. Maintenant, si vous êtes à Évry à parler avec Courcouronnes, vous avez intérêt à vous rencontrer, à faire une bouffe ensemble. Mais je pense que la nécessité va faire qu'un jour ou l'autre, au-delà des gadgets, on va revenir, si on crée des entreprises qui ont une raison d'être, ce qui fera le besoin de se communiquer et de se rencontrer, eh bien, c'est un vrai besoin pragmatique. Et je pense qu'on aura toujours ce besoin. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou si j'ai dit une bêtise. Non, tu 30 es absolument parfait. 30 secondes, pas plus. Oui, juste pour dire que les études sur les valeurs des Européens faites depuis 30 ans montrent une montée constante de l'exigence d'une part, de respect de la dignité de chacun, d'autre part, de construction de liens sociaux. Et troisièmement, 40% des Européens disent un bon travail, c'est un travail utile pour la société. Il y a une aspiration éthique forte. Et lorsqu'on bafoue ces désirs, eh bien, on obtient soit des suicides dans des entreprises qui se suicident elles-mêmes et vont couler, soit des dictateurs qui tombent, et même M. Poutine se pose des problèmes en ce moment. Oui, et moi, ma grand-mère était esclave, et quasiment, je veux dire, c'est un mot pour dire comme ça, mais Ouais. enfin, débarquer, tiens, on va vous envoyer en France à faire tel boulot, de ça. Et mon grand-père aussi, je veux dire, c'était bien sûr il y a un certain temps, mais je veux dire, on en est loin quand même, je veux dire. Alors je suis d'accord que ça se dégrade, les liens humains dans la société. Pourquoi? Parce que comme ça s'accélère, on a tous plus de stress. Moi, j'en ai marre maintenant, après 36 ans de télé, etc. J'aimerais bien de temps en temps me reposer. Et on continue à me filer du stress sur le dos. D'accord, mais on faisait quand même pas la mine de sel. Donc je pense qu'entre les deux, il faut pondérer un petit peu. Oui. Vous êtes bavard, hein? Oui, ça va. Question. Bonsoir, Jacqueline Grenet, je suis écrivain public. En fait, c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à l'écrit, parce que j'ai entendu tout à l'heure dans le petit film qu'on a dit on n'écrirait plus. Alors, moi, évidemment, ça me sert, bien sûr, et puis ça me renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a énormément de communication, mais trop d'infos tue l'info. Et quand elle arrive en direction de gens qui ne sont pas capables de l'analyser, de la comprendre, de comprendre ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent, il y a un vrai problème. Alors je crois que là, effectivement, il y a un métier d'avenir, c'est bien le mien, c'est d'être écrivain public et de pouvoir faire du décodage pour tout le monde, dans tous les domaines, liés à l'écrit et liés à la compréhension intellectuelle. Donc surtout pas dire qu'on ne va plus écrire, ça c'est capital. Je suis heureux, madame, que cette soirée vous rassure sur votre avenir. Et encore une société à créer, une entreprise à créer. Alors, nous allons passer, si vous le voulez bien, il nous reste 15 minutes, 15-20 minutes maximum. Troisième grand tableau, la santé et la science du vivant. J'aimerais vous poser la question, et ici je me tourne d'abord vers vous, Pierre Tambourin, plusieurs petites choses. Du présent, les antibiotiques de moins en moins puissants. En permanence, depuis plusieurs années, ça n'était pas le cas depuis 30 à 40 ans, on nous annonce des maladies nouvelles. Elles devraient arriver, elles devraient émerger, extrêmement coriaces, fortes, sur lesquelles nous avons très peu de temps de réactivité. La science en aurait très peu. Et en même temps, on nous promet beaucoup de choses, et notamment, par exemple, sur le sida ou sur les cancers. On nous dit, vous savez, on va y arriver. Le chemin est long, mais on va y arriver. Si nous nous projetons dans 2050, tout cela pourrait donner quoi? Alors,
Tout à l'heure, vous évoquiez une question, et je n'y ai pas répondu sous l'angle que je vais prendre maintenant, qui était quels seront les grands changements industriels que l'on peut prédire. L'un des changements que l'on peut prédire et qui est en cours de se développer, et en plein développement actuellement, c'est l'importance du domaine des sciences du vivant dans le monde industriel. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, en maîtrisant un certain nombre de techniques, qu'on peut substituer, soit pour des raisons environnementales, soit surtout pour des raisons de complexité, un certain nombre de process industriels classiques, par exemple la chimie, peut être remplacée avantageusement aujourd'hui par une bactérie qui va fabriquer une molécule dans des conditions de propreté et de qualité qu'un chimiste aura du mal à produire. Donc, et ça, c'est un mouvement, il faut le savoir, qui a démarré aux États-Unis dans les années 80, l'apparition des premières biotechnologies. Et nous avons eu beaucoup de mal en Europe à comprendre ce qui se passait là-dedans. J'ai même entendu, quand j'étais aux sciences du vivant du CNRS, un haut responsable de la stratégie dire « Ces Américains, franchement, ils font n'importe quoi. C'est parce que les sénateurs ont des problèmes de prostate qu'on met autant d'argent dans les sciences du vivant. » Je vous jure que c'est vrai. Simplement, et donc le phénomène de lobbyiste là-bas, qui est un professionnel, on arrive à cette aberration d'investir dans ces domaines. En fait, ces technologies vont avoir une importance, d'une part dans la santé, on va y revenir dans un instant, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines. J'évoquais tout à l'heure les bioénergies, qui est un des chapitres qui peut se développer, mais aussi les problèmes de traitement de problèmes environnementaux. Nous serons capables, avant 2050, de fabriquer des bactéries susceptibles de digérer une marée noire. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de marée noire. Mais le chercheur que je suis, lui, est confronté à cette question et donc est capable de fabriquer une bactérie qui va digérer, qui va se repaître de cette marée noire, transformer d'ailleurs en nutriments utiles pour l'environnement. Et au lieu d'utiliser des détergents, des choses comme ça, on arrivera à et lorsque il n'y aura plus de cette marée noire, la bactérie s'auto-détruit. Ça, c'est déjà dans nos laboratoires des choses qui se font et qui fonctionnent. Et on peut multiplier les exemples dans tout un ensemble de domaines, à telle enseigne qu'aujourd'hui on a face à nous, pour vous dire l'importance pour tout un ensemble de secteurs industriels, ce que j'appelle les biotechnologies arc-en-ciel, puisque les rouges sont consacrés à la santé, les bleus sont celles qui exploitent, avec d'ailleurs des problèmes à définir du point de vue éthique et sociétal. Tout ça ne va pas aller de soi, parce qu'il y a aussi des abus dans ce domaine. Et quand on voit le problème Monsanto, on se rend compte que tout ceci ne peut pas se manipuler n'importe comment, qu'il va y avoir des exigences à respecter si l'on ne veut pas arriver à des choses qui nous choqueraient ou voire qui seraient dangereuses pour la planète. Donc, biotechnologie jaune pour l'environnement, biotechnologie rouge, je l'ai dit, biotechnologie blanche pour tous les secteurs industriels, et puis biotechnologie verte pour tout ce qui touche à l'agroalimentaire, etc. Avec, par exemple, des choses qui vont être des avantages importants dans ce qu'on appelle les alicaments, qui sont une adjonction dans l'aliment de principes qui ne sont pas des médicaments, qui sont simplement des aliments dont on a besoin et qui seront véhiculés en même temps. Alors, tout ceci fait peur, à juste titre, et tant mieux, parce que au moins la société reste vigilante par rapport à tout ça, mais c'est ce qui nous attend dans les années 2050. Alors, du point de vue de la santé, c'est clair qu'on peut prédire qu'en 2050, un certain nombre de pathologies seront derrière nous. Et en premier lieu, ça je peux le dire avec une certaine... Il faut toujours avoir beaucoup d'humilité quand on dit ça, et la probabilité de se tromper est élevée. Par exemple, les maladies génétiques seront traitées à peu près complètement. Il y a tout un nouveau secteur de la médecine qui est en train de naître autour de ce qu'on appelle la médecine régénérative, et qui va se développer de manière fabuleuse dès l'instant où ce que l'on connaît des cellules souches multipotentes, c'est-à-dire ces cellules capables de reproduire à peu près n'importe quel organe dans notre corps. Prenons un exemple. Vous faites un infarctus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre artère se bouche et que la zone du cœur meurt. Et les cellules musculaires qui meurent sont remplacées par des fibroblastes qui ne battent plus. Donc cette zone du cœur ne fonctionne plus. Si vous intervenez, comme le disait André-Yves tout à l'heure, rapidement, en injectant dans ce cœur qui a été infarcté des cellules souches appropriées, vous reconstituez un muscle cardiaque en laboratoire. Cela fonctionne déjà. Donc toute cette médecine régénérative qui peut aider à surmonter des problèmes comme ceux du vieillissement du cerveau, et qui d'ailleurs peut conduire au mythe de l'homme éternel, qui n'a évidemment aucun sens, parce que, en gros, la machinerie globale, elle, va continuer à vieillir. Je rappelle quand même qu'en 2050, notre espérance de vie, si les courbes actuelles se continuent, ce qui est probable, sauf si l'épidémie d'obésité apparaît, continue, le diabète de type 2 se développe, etc., c'est quand même 95-96 ans, c'est-à-dire qu'il sera notre espérance de vie à la naissance. Donc ça veut dire qu'on aura quand même beaucoup de centenaires. Ça aussi, c'est une chose à laquelle notre société se prépare. C'est demain matin. Et tous ces gens sont
en bonne santé pendant une grande période, mais il arrivera un moment où ils connaîtront les dernières années qu'il faudra prendre en compte sur des terrains qui seront de plus en plus âgés. Donc, tous ces développements. L'autre maladie qui me paraît pratiquement à notre portée, mais là un peu plus difficile, je m'avancerai moins, c'est le cancer. En 2050, à mon avis, la plupart des cancers seront traités pour une raison simple, qui est liée d'ailleurs à ce qu'on a fait ici à Ivry il y a maintenant une douzaine d'années, c'est qu'on connaît maintenant le génome de l'homme, on est capable de séquencer une tumeur, on est capable d'identifier les lésions qui sont à l'intérieur. Il restera, et ça le chemin peut être très long, à définir pour chacune de ces lésions le médicament ad hoc, et en espérant qu'il ne sera pas toxique. Mais en clair, on voit une voie de recherche se définir devant nous et se développer. Voilà des avancées médicales qui sont à coup sûr prévisibles pour 2050, avec les quelques réserves que la science oblige à prendre. Alors maintenant, par rapport à ces nouvelles pathologies dont vous parliez, c'est clair qu'on n'a pas fait le tour de tout ce qui existe dans le monde, et en plus, on n'a pas fait le tour de ce que pourrait faire l'homme sur ces pathologies. Exemple, il y a des virus foudroyants qu'on voit dans certains films, comme les hantavirus, c'est ces virus qui vous provoquent des fièvres hémorragiques qui font qu'en 2-3 jours, on meurt. Pour l'instant, ils sont peu infectieux, ils se propagent peu, mais on pourrait imaginer, donc ils sont peu épidémiques, on pourrait imaginer que ce soit utilisé pour fabriquer. Vous avez vu là, récemment qu'un laboratoire, ou je ne sais qui d'ailleurs, a fabriqué un virus du type grippe espagnole, hein, le H5N1, mais qui n'était pas trop contagieux jusqu'à maintenant. Enfin, c'était pas facile de le transmettre et qui se transmettrait. Donc, on voit que tous ces développements, qui du point de vue de la santé de l'homme peuvent être fabuleux, du point de vue de l'être humain ou de la planète, peuvent être extraordinairement porteurs d'angoisse. Mais comme le disait tout à l'heure Laurent sur un autre problème, ça ne sert à rien de dire non, cachez ce virus que je ne saurais voir. Ce qu'il faut, c'est que nous nous mettions en disposition pour, d'une part, que ces progrès se développent, parce qu'ils se développeront à coup sûr, et d'autre part, que nous soyons en mesure de limiter et de contrôler tous les impacts négatifs que cela pourrait avoir. Question, dans ces recherches en question, la France, quel est son classement? Sommes-nous toujours sur le haut du classement? Non, le pays qui a un leadership mondial actuel dans tous ces domaines, c'est les États-Unis, qui ont investi massivement dans ces questions-là depuis 40 ans. Personne n'a compris. Aux États-Unis, actuellement, on consacre aux sciences du vivant en général, dont la médecine, en gros 6 fois plus par tête d'habitant que ce que nous faisons, nous, en Europe, d'une manière générale. C'est-à-dire que nous sommes, nous, encore, et André ne m'en vaudra pas, mais très marqués par les sciences dures, les transports, ce qu'il fait, mais dont on doit être fier. Hein. Le nucléaire civil, moi, j'en suis fier. Je trouve que c'est une technologie dont on a la maîtrise et qui nous place bien. Mais du fait qu'on a beaucoup investi dans le spatial, etc., pour des tas de raisons que vous connaissez, hein, on a négligé. En gros, nos élites sont plus formées vers ces sciences que vers les sciences du vivant. Alors, réflexion, Laurent, oui. Et puis ensuite, André-Yves. Je voudrais poser une question à Pierre. Moi, il y a un point qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on ne va pas aller encore plus vers une médecine à 2 vitesses? On a le nord, le sud, évidemment, mais même chez nous. Vous parliez de toute la recherche sur le cancer, où on identifie qu'un cancer du sein bien spécifique par son marqueur, et globalement on va trouver un médicament pour celui-là. Mais ces médicaments étant moins spectraux, plus à l'origine du mal que généraux, ils vont être concernés beaucoup moins de gens, de patients, et donc coûter beaucoup plus cher. Qui va les produire? Je sais qu'on en a parlé au moment du Téléthon. Maintenant, ici, ça se transforme en usine. Ça semblait incroyable il y a un certain temps. Mais alors, que va devenir l'industrie? Car les géants qui ont fait leur fromage pendant des années à 2 chiffres sur des médicaments faciles, à large spectre, qui montrent leurs limites. Les blockbusters, oui. Hein? Les blockbusters. Voilà. Qui va produire ces médicaments personnalisés ou pour des types de populations? Et qui va les payer? Qui va les payer? Je veux dire, qui va les produire? Qui va les payer? Moi, ce que je voudrais dire de manière très claire, c'est que la plupart des chiffres qui sont avancés sur le coût des médicaments sont des chiffres fantaisistes, qui sont utilisés par les industriels pour justifier un certain nombre de choses, et dont je pourrais démontrer, si j'avais un peu le temps, qu'ils sont fantaisistes. Quand on dit 1 milliard, oui, Laurent, bien sûr, tout ça existe, mais quand on fait le calcul, quand on connaît un peu de l'intérieur ce qui se passe, le fameux milliard de dollars qu'on attribue à chaque médicament et qui justifie ensuite le prix de vente, quand on le regarde de plus près, il est très contestable. Très contestable. Bien. Ceci étant, le vrai paradigme, de changement de paradigme qui va se produire, c'est effectivement le passage d'une médecine dite générale,
c'est-à-dire qui a l'ambition de traiter tout le monde avec une molécule, si possible, qui traite toutes les pathologies, va faire place à une médecine beaucoup plus ciblée, beaucoup plus personnalisée. Et c'est vrai que, inéluctablement, le modèle économique va changer d'une manière pour laquelle on n'a pas de vraie solution aujourd'hui. Et c'est vrai que le risque, c'est qu'il y ait une médecine à 2 vitesses, mais d'une manière plus générale, c'est au fond notre modèle social qui va être mis en cause par ces aspects-là.